Je vous emmène marcher avec moi sur le sentier Weckmann à Steimbourg en Alsace. Nous ferons la boucle en commençant par la rive gauche, mais on peut la faire évidemment, peu importe depuis quel endroit puisque c'est une boucle, démarrer le chemin circulaire par exemple de 4,8 km à partir de la mairie. La balade associe la poésie et l'observation de la nature, c'est un concept intéressant. Un panneau indique en alsacien et en français que le sentier que nous empruntons était déjà celui que parcouraient les salariés des entreprises Goldenberg à Monswiller en provenance de Steimbourg et de ses environs. La famille industrielle des Goldenberg, entre parenthèses, a démarré dans la fabrication de l'acier à Bärental en Lorraine, un peu plus au nord d'ici, puis elle a poursuivi dans la fabrication d'outils en acier à Saverne et à Monswiller. Il reste aujourd'hui des traces visibles des cités ouvrières innovantes qu'ils ont fait construire. Pour plus d'informations, voir la description. Nous longeons d'abord la rive gauche de la Zorn par un sentier. La Zorn prend sa source en Lorraine, dans les Vosges mosellanes, par la confluence de la Zorn blanche et la Zorn jaune. Elle arrive en Alsace par Saverne et se jette dans la Moder à Herlisheim. La végétation que nous voyons ici est indispensable à la santé de la rivière. Elle maintient les berges grâce aux racines qui retiennent la terre. Les arbres et les arbustes apportent l'ombre qui réduit le réchauffement des eaux. En cas de crue, elle atténue la force du courant et retient les matériaux flottants. Il vaut mieux que l'eau de crue envahisse la ripisylve que les zones habitées en aval. Moins les rives sont canalisées, moins le courant sera dévastateur. En retour, les cours d'eau offrent des abris de la nourriture pour la faune. Les essences d'arbres les plus fréquentes dans ce type de biotope sont l'aulne glutineux, le frêne oxyphile et quelques espèces de saules. Parmi les arbustes, on peut citer le prunelier, le troène, le sureau noir, l'aubépine ou la viorne. Par ailleurs, il ne faut pas oublier la présence du roseau commun, l'ortie dioïque ou la tanésie commune. Le panneau informatif à l'entrée de l'étang de pêche informe sur la flore et la faune plus en détail pour ce secteur. Nous arrivons à la partie prairies humides et aux étangs de pêche. Avant de sortir de la forêt de rive, une poésie pyrogravée de Weckmann en alsacien, français et braille interpelle tout le monde car le message est universel. Il dit ceci: Vom Kafele im Gras zum Vögel in de Baum. Was do grottelt, läuft und flieht, steht im Buch von der Natur. Und auch du gehörst dazu. Les prairies humides sont des surfaces herbeuses qui se développent à proximité des cours d'eau lents, des zones humides avec des roselières et des saulaies ou de plans d'eau comme ici sur ce sentier. Leur sol est temporairement engorgé d'eau. Les prairies humides servent à la rétention et à l'élimination de l'azote et limitent la pollution des nappes et des cours d'eau. Leur flore est majoritairement herbacée, comme joncs, carex et graminées. Elle est différente suivant la configuration du secteur et dépend aussi des cycles de pâturage et de fauche. Elles sont également des zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou d'autres, car ils y trouvent une nourriture abondante. Dans cette région, par exemple, la cigogne blanche fait partie des oiseaux migrateurs qui viennent se nourrir dans ce pré humide. On contourne l'étang principal par la gauche après avoir passé la passerelle au-dessus de la Zorn. L'étang de pêche et la station d'épuration ont en fait succédé à un bassin circulaire de 260 mètres de diamètre qu'on appelle la Rondelle. Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, Nicolas Salins de Montfort construit un pavillon chinois au milieu du bassin de la Rondelle
sur le canal du château épiscopal de Saverne, sur commande du cardinal Louis-René de Rohan. Grâce à ses terrasses successives et son belvédère au-dessus, il offrait certainement une belle vue sur le canal rectiligne et les environs verdoyants. À tort ou à raison, les révolutionnaires ne voyaient pas dans ce pavillon, inspiré des chinoiseries, un élément du patrimoine. La démolition du pavillon chinois est décidée en 1794. Le pavillon n'aura existé que 11 ans. Une fois sorti de la propriété de l'association de pêche, le circuit part à gauche sur une route vicinale par le pont appelé Roodbrug, qui enjambe le canal de dérivation du Zornhof. Il a été construit pendant les travaux de la faisanderie du château épiscopal de Saverne. En ruine en 1865, il est démoli en 1889, puis reconstruit à l'identique en 1892. Cette partie de la randonnée fait contraste avec la rive gauche bucolique, car la route asphaltée étroite est fréquentée par les automobilistes, dont certains roulaient objectivement à une vitesse excessive. Il faut être prudent sur ce tronçon. La route longe la voie ferrée Paris-Strasbourg, aujourd'hui par un TER. Sur la gauche de la route, on observe beaucoup d'arbustes. En arrière-plan aussi les arbres des zones humides. Ils offrent tous abri et nourriture aux oiseaux, aux insectes et aux autres animaux. Le chemin Anneau Rouge quitte la route pour traverser un grand champ. Il faut de bonnes chaussures pour marcher en cette saison, car le chemin envahi par les herbes est très mouillé. On se rapproche de l'Aulnay qu'on voit devant soi sur la rive droite de la Zorn. Ici, on observe la ronce typique des milieux découverts. Elle colonise naturellement la berge et fournit des baies pour les hommes et les animaux. A priori, elle ne correspond qu'à une étape dans le développement de la ripisylve. Grâce aux ronces, les jeunes plants d'arbres se développent sous la protection des arbustes piquants. Dès que les jeunes arbres dépassent les arbustes amateurs de lumière, ils leur font de l'ombre et contribuent à leur disparition progressive. La roselière sur les berges épure et oxygène les eaux, arrête les sédiments. Elle joue un rôle important dans l'expansion des crues, mais c'est surtout un lieu qui grouille de vie animale. Sur la droite du chemin, on remarque que les racines des arbres sont sous l'eau. Les plantes de cette zone doivent avoir l'habitude d'avoir les pieds dans l'eau sans tomber malades. Au lieu-dit Kleinbach, il y a un petit panneau, écluse 30 mètres, qui indique probablement la présence d'un ouvrage écrêteur de crues. Ce type d'ouvrage sert à atténuer ou réguler les crues en retardant les débordements en aval. En surfant sur quelques sites institutionnels locaux sur le bassin versant de la Zorn, on apprend que biologiquement l'eau est de bonne qualité dans le secteur de cette marche. Des articles de presse locale évoquent en revanche le nécessaire réempoisonnement dans plusieurs secteurs de la rivière, avec par exemple gardons, perches ou cendres, pour préserver la faune aquacole de la rivière et y soutenir la pratique de la pêche. On arrive à un pont et à la route de la gare. Un panneau explique le phénomène des crues et plusieurs repères de crues sont visibles en dessous du pont en face. Il faut se pencher un peu depuis le parapet du pont pour lire les dates. La plus haute crue a eu lieu ici en 1998. En face du chemin de l'autre côté de la route, on lit Villa Juliette sur la façade d'une maison de maître. Il s'agit de la maison patronale des entrepreneurs Völkel
qui, depuis les années 1930, ont acheté et dirigé le laminoir, devenu l'usine de transformation des métaux située juste à côté de la villa. Nous empruntons à gauche le pont de la Zorn, puis celui du canal du Moulin, qui alimentait le moulin à farine de Steimbourg, reconverti en laminoir par les Goldenberg. Nous repartons à la voiture garée à la rue Saint-Jean en empruntant la rue de la Zorn, puis en suivant le balisage du Cercle Rouge.